L'utilisation des protocoles réseau est aujourd'hui très répandue dans les univers du son, de la lumière et de la vidéo. Et les 2 années qu'on a vécues n'ont fait que renforcer la pertinence de ces solutions de remote production, cloud audio et assimiler tout ce qui se passe en fait avec le réseau comme maillon entre les éléments. Pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Geoffrey Hérault, Olivier Chambin, Jean-Gabriel Grandouillet, à qui je vais demander de se présenter. Je m'appelle Geoffrey Hérault, je suis responsable commercial pour Lavo en France depuis 2017. Je m'occupe de l'ensemble des gammes de produits, donc ça couvre le domaine des consoles de production audio, qui est, on va dire, l'activité historique de l'entreprise, mais aussi donc les nouvelles solutions vidéo, en particulier solutions vidéo dans le domaine du broadcast, de la télévision plus spécifiquement, avec des systèmes on va dire d'unités de processing vidéo et qui sont des solutions donc, qui utilisent les techno IP pour le transport des signaux entre les différentes briques du système. Donc j'accompagne l'ensemble des clients en France autour de ces différentes technos. Il y a donc des clients pour la partie audio dans le domaine du spectacle vivant, et en particulier, on va dire, des grands ensembles comme les opéras, la Philharmonie de Paris, pour en citer quelques-uns, mais aussi donc des chaînes de télévision, que ça soit dans le domaine audio, où donc nos consoles de production sont utilisées pour de la production directe majoritairement, et dans le domaine vidéo avec des solutions d'infrastructure vidéo. Et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Olivier, donc on parle de chaînes de télévision, un digne représentant des chaînes de télévision. Bonjour Eric, tout d'abord merci pour l'invitation. Donc, je suis Olivier Chambin, je travaille pour Discovery qui a pour filiale notamment Eurosport. Donc, je suis principalement rattaché au sein de la société Eurosport puisque mon travail en tant qu'ingénieur du son consiste à développer des solutions pour la retransmission d'événements sportifs, principalement tout ce qui est transmission de commentaires. Ce en multilangue pour le compte de la société Eurosport, puisqu'on est diffusé partout en Europe et même en Asie et sur d'autres territoires. Au sein de mon activité, je suis en charge du design de solutions de transmission audio sur IP et voix sur IP. Mon quotidien consiste vraiment à faire de la remote production tous les jours, à développer des solutions pour couvrir des événements sportifs temporaires, de petite ampleur, de plus grande ampleur, des événements récurrents ou non. Voilà un peu l'ensemble de mes activités. Très bien. Jean-Gabriel ? Bonjour Eric, merci également pour l'invitation. Je m'appelle Jean-Gabriel Grandouillet, je travaille pour Avid Technologies, où je suis spécialiste des solutions audio. Donc ça, c'est assez large au final parce que ça englobe les consoles de mixage pour le spectacle vivant, pour le live, donc la gamme S6L, et tous les outils qui servent à la création audio autour de Pro Tools, autour des équipements hardware qui composent Pro Tools, interface, système HDX, etc. Des consoles de mixage pour le studio, surface de contrôle, voilà. Donc tout cet environnement-là pour différents secteurs au final, vu que j'aide au design et à la construction de différents projets pour le film, pour la télévision, pour la radio, pour la musique, la création musicale et bien sûr pour le spectacle vivant et le live. Nous allons peut-être commencer par définir ce qu'est la remote production, le cloud audio. C'est peut-être pas clair pour tout le monde, c'était pas bien clair pour moi avant de travailler sur cette préparation de conférence. Olivier,
Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors c'est un concept qui est quand même relativement simple, même s'il est compliqué à mettre en œuvre. Ça consiste à désolidariser l'événement sur lequel, le lieu sur lequel se passe l'événement, par exemple un stade tout bêtement, des unités de production. Donc on va déporter les unités de production à travers de la connectivité, principalement réseau dans la plupart des cas. Donc ce déport va consister à avoir notre lieu de tournage, notre lieu de captation, qui va être un stade ou quoi que ce soit, des régies de production dans lesquelles on va avoir donc, toutes les équipes son avec les consoles de mixage, dans lesquelles on va avoir toute la partie régie vidéo, avec les mélangeurs vidéo, la colorimétrie, l'habillage graphique, ce genre de choses, et également la production, puisque tout ce qui va être script, même... voilà, tous les corps de métier qui vont être associés à la production vont être déportés. On déporte également la partie post-production, montage, ce genre de choses. Donc cette délocalisation des services a deux intérêts. La première, c'est un intérêt économique, puisque on peut mutualiser les équipements grâce à ce dispositif. Je prends un exemple assez récent. C'est la NFL, donc la Ligue de football américaine, qui en fait produit des championnats toute l'année dans différents stades qui lui appartiennent. Donc ils ont mis en place un système de remote production avec un gros centre de production centralisé sur lequel est interconnecté tous les stades. Et en fait, en fonction de l'événement, en fonction du stade dans lequel va être effectuée la compétition sportive, ils vont ramener les signaux jusqu'au centre de production qui va se situer à plusieurs miles de distance pour assurer la production. Donc en fait, les régies et les consoles de mixage, tous ces équipements-là sont centralisés. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir une régie dédiée dans chaque stade. Donc en termes d'équipement, ça leur évite d'avoir acheté autant de consoles qu'ils ont de lieux de production. Donc ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est l'immobilisation du matériel et des personnes, notamment quand on fait des événements on-site temporaires, des événements éphémères. Je pense notamment par exemple aux Jeux Olympiques, où là, on va envoyer tout le matériel, les cars régies, ce genre de choses sur site. On va envoyer aussi les personnes. Alors en plus de ça, avec la crise sanitaire, les gens sont en quarantaine, donc ils sont mobilisés beaucoup plus longtemps. On va faire un événement qui va durer une quinzaine de jours, et puis après on va rapatrier tout le matériel. On va devoir tout démonter, tout rapatrier. Donc c'est quand même une immobilisation du matériel et des ressources qui est assez importante. Et l'intérêt de la remote production, c'est justement de pouvoir, du jour au lendemain, faire une production sur un site A, faire une autre production le lendemain sur un site B, sans avoir à déplacer toute une équipe sur place. Et pour finir, du coup, avec le cas des Jeux Olympiques, pour le compte de Discovery, entre les Jeux Olympiques d'hiver qui sont passés en Corée du Sud en 2018 et les récents Jeux Olympiques d'hiver qui sont passés en Chine à Beijing, on a divisé par 5 le staff sur place, l'équipe technique sur place, puisque entre l'édition 2018 et l'édition 2022, on est passé sur un système en full remote production. Donc il y a quand même un réel intérêt quand on est sur des événements assez majeurs avec beaucoup de personnes sur site. Le cloud audio, alors finalement, c'est quoi? Ça utilise les mêmes tuyaux, mais c'est un autre principe. Oui, c'est un autre principe, effectivement, parce qu'au départ, quand on parle cloud audio, c'est vraiment partager à travers le cloud des contenus audio à des fins de création audio, ou, au sens large, post-production audio, on va dire. Et même plus large, on peut étendre ça à la post-production vidéo également. Et c'est un système qui permet de collaborer à plusieurs au départ sur un projet unique, avec des médias communs, etc. Et ça peut se faire de différentes manières, on va dire, mais c'est vrai qu'historiquement, il y a déjà pas mal d'années, commencé à travailler sur ce travail collaboratif au sein des studios en eux-mêmes avec du stockage partagé. Et après, ça s'est étendu via justement la partie réseau sur l'extérieur. Et il y a déjà pas mal de temps, on avait développé la partie Pro Tools Cloud Collaboration qui permettait
commencer à aborder ce genre de travail, pas forcément pour les professionnels, mais plus pour ce qu'on appelle les creative enthusiastes, donc les gens qui vont faire de la musique chez eux et pouvoir travailler avec un musicien à l'autre bout du monde. Voilà, c'était un petit peu l'idée de Pro Tools Cloud Collaboration au départ. Et sur la partie vidéo également, Avid a, depuis pas mal de temps, donné des outils qui permettent de monter à distance sur un petit peu dans le même esprit pour pouvoir déporter par rapport à des événements ou autres des structures de post-production sans déplacer tout le matériel, etc. Et voilà, et tout ça avait été initié par ce désir de travailler ensemble, si on veut. Et c'est vrai que tout ça a été extrêmement accéléré et il y a eu une espèce de coup de booster avec le Covid et sur les 2 dernières années qu'on a passées pour trouver des solutions pour pouvoir ne serait-ce que travailler au départ du Covid où vraiment tout était fermé et justement pouvoir soit prendre la main sur des stations de travail à distance qui pouvaient se retrouver sur soit des machines virtuelles, soit dans l'infrastructure d'une chaîne de radio par exemple, et pouvoir comme ça travailler à distance, ou ne serait-ce que d'avoir carrément l'outil chez soi et de pouvoir accéder en fait aux médias à distance qui se trouvaient dans une infrastructure donnée. Donc voilà, c'est sûr qu'avec la crise Covid, tout ça a donné un coup de boost à ce type de workflow, on va dire. Alors, chez Lavo, comment est-ce qu'on s'inscrit dans ce genre de projet? Où interviennent vos produits? Comment ça fonctionne tout ça? Alors, moi, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que quand on parle de remote production, ou je pense même de production dans le cloud ou ce genre de choses, en fait, c'est un champ qui est assez vaste. Et il y a beaucoup de façons différentes de procéder et différents objectifs. Et donc, pour moi, c'est des termes très génériques, mais en fait, qui couvrent vraiment un très grand nombre d'applications qui sont faites très variées en fonction du type de client, du métier, de l'objectif, qui peut être des objectifs qui sont parfois économiques, mais où parfois il y a aussi des raisons qui sont anti-économiques pour améliorer la performance ou ce genre de choses-là, ou améliorer par exemple la sécurité, améliorer la redondance des systèmes. Donc il y a beaucoup de choses, on va dire, dont on peut parler quand on parle de remote production à distance ou de production dans le cloud. Et je dirais que de notre côté, en tant que fabricant, fournisseur de solutions, c'est aussi important qu'on s'intéresse à tous ces différents aspects, évidemment en essayant de coller au métier de nos clients le plus près possible. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment faire la distinction, par exemple, entre faire du pilotage à distance par exemple, d'une console audio, parce que, par exemple, pendant la période du Covid, les exploitants ne pouvaient pas venir sur site et il fallait quand même faire la production directe des émissions, etc. Et donc là, il y a des solutions on va dire de pilotage à distance ou de mise en miroir de surfaces de contrôle, par exemple, ou des surfaces de contrôle virtuelles qui vont permettre d'exploiter du matériel à distance. Il y a la problématique de la captation à distance. Donc là, ça rejoint ce que Olivier décrivait, c'est-à-dire qu'on ne veut plus déplacer toute l'infrastructure de production, c'est-à-dire le matériel et les équipes sur le lieu d'un événement. Et donc, on va utiliser des technologies réseau pour transporter les signaux depuis le lieu de l'événement vers un site de production. Mais il y a aussi
en fait, on va dire la problématique, et là, on rejoint un peu la production cloud, ça devient hybride, c'est-à-dire que si on n'a plus besoin d'avoir les opérateurs qui sont dans la régie, si on n'a plus besoin que la régie soit à côté du lieu de l'événement, en fait, on n'a plus besoin qu'aucun élément ne soit situé au même endroit. Et donc, on peut avoir les exploitants qui sont chez eux ou qui sont dans un site donné. On peut avoir tout le matériel, les solutions qui peuvent être logiciels, hardware, qui peuvent être dans des data centers, par exemple, parce qu'en fait, au moins là, ils sont bien installés, c'est des systèmes qui sont bien contrôlés, où on peut assurer un maximum de sécurité et de fiabilité. Et donc, avec le site de l'événement où on va capter les signaux, ces signaux étant transportés vers le site où le traitement est fait, c'est-à-dire vers le data center, et l'équipe de production qui pilote à distance toute cette infrastructure, cette infrastructure. En fait, on est vraiment dans un champ d'application qui est très vaste et qui peut couvrir seulement une partie des différents éléments que je viens de décrire ou l'ensemble. Et aujourd'hui, on voit clairement que nos clients ils vont vers des solutions qui sont, on va dire, alors, on peut appeler ça décentralisé, mais il y a aussi une forme de centralisation, par exemple en ce qui concerne le traitement. Mais voilà, les solutions Lavo, depuis une bonne dizaine d'années, elles sont vraiment développées dans la perspective de ces changements qui sont quand même très importants dans l'industrie, que ça soit du broadcast, qui est quand même notre cœur de métier, mais aussi, je pense, on y viendra également du spectacle vivant dans les années qui viennent. Alors actuellement, la réalité d'exploitation de ce type de configuration est plutôt en effet sur le broadcast. Olivier, est-ce que tu peux nous décrire un usage typique, une configuration typique sur un événement que tu as pu concevoir, déployer en remote production ? Oui, alors c'est vrai que du coup, le broadcast est un peu en fait, ils sont pas en avance, mais la technologie et les besoins du broadcast font que c'est quand même beaucoup plus simple de déployer ce genre de solutions en remote production, en tout cas chez les diffuseurs et chez les diffuseurs, chez les broadcasters. Dans les cas d'usage, je parlais précédemment des Jeux Olympiques. Donc, typiquement, l'intérêt de la remote production, c'est de n'avoir sur le site olympique que éventuellement des commentateurs, des présentateurs qui vont aller faire les interviews avec les différents sportifs qui vont gagner la médaille, ce genre de choses. Et ensuite, en fait, via la technologie, via différentes technologies, on fait en sorte de ramener tous les signaux en Europe, dans le cas d'Eurosport et de Discovery. On ramène tous les signaux en Europe. Et les régies de production sont éparpillées donc à travers différents sites européens. Tout le monde récupère ces signaux-là. Et après, on fait un peu ce qu'il veut en fonction de ses besoins et des différentes productions. Donc l'intérêt, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on envoie beaucoup moins de monde sur site. On évite des infrastructures très lourdes sur place. On est dans une situation un peu plus confortable aussi parce qu'on est dans des environnements qu'on connaît, alors que quand on est on-site, c'est parfois un peu délicat. J'ai le souvenir d'être allé faire des productions dans des obi-van où on est par exemple en Autriche et il fait froid dehors, et puis en fait quand on sort de l'obi-van, on est dans la neige, les câbles ils sont pris dans la glace, ce genre de choses. Donc c'est quand même des configurations assez lourdes. Techniquement, humainement, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai que la remote production a cet avantage-là qu'on gagne un certain confort. Et pour rejoindre aussi ce que disait Geoffrey, on peut gagner aussi en redondance et en sécurité, puisque rien ne nous empêche du coup d'avoir deux régies qui fonctionnent en parallèle. Et ça, c'est tout à fait possible en remote production. Avoir deux obi-van sur site pour une production, ça commence à être un peu luxueux quand même dans un cadre de production classique. Et dernier exemple, notamment toujours par rapport au sport, c'est produit en 22 langues.
Et la problématique, c'est que si on doit emmener sur site 22 cars régie, ça commence à prendre beaucoup de place sur les emplacements des TVA Compound. Là, dans notre cas de figure, en fait, on a juste une unité de production, enfin, en tout cas qui va s'assurer la transmission des signaux et faire en sorte qu'on puisse récupérer les différents signaux des commentateurs sur place et des présentateurs. Et après, du coup, les régies de production elles vont être éparpillées un petit peu partout en Europe, donc ça va faciliter grandement en tout cas la mise en œuvre. Jean-Gabriel, on a évoqué ensemble, en préparant cette intervention, le cas d'essai qui avait été fait, là plus dans le domaine du live, du spectacle, avec des surfaces S6L. Est-ce qu'on peut en dire deux mots ? Oui, effectivement, des expérimentations ont été faites. C'est vrai que les moyens pour développer le genre d'outils dont Olivier et Geoffroy parlent, c'est des moyens qui sont quand même importants et voilà, avec une logique économique derrière, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve pour le moment pas encore dans le spectacle vivant et dans le live, mais ça n'empêche pas quand même effectivement de tester certaines choses. Et au tout début de la crise du Covid, des essais ont été effectivement réalisés avec une configuration où on avait sur le lieu du spectacle vivant, donc sur la scène sur laquelle le groupe jouait, un ensemble de S6L à vide, donc avec une console qui faisait la partie retour, donc avec les stages, avec l'engine qui correspond et la surface qui correspond sur scène, et la possibilité. Et l'expérimentation qui a été faite, c'est que pour la console qui faisait le mixage pour la face, quelque part, le stage forcément était sur scène et l'engine aussi, mais à travers une connexion à travers Internet, en fait, quelque part, on était capable d'avoir la surface à distance et l'ingé son qui faisait le mix façade, quelque part, était chez lui, quelque part, et pouvait interagir et faire et commander en fait le mixage sur la scène pour l'audience, quelque part, sans latence anormale, vu que effectivement l'engine restait physiquement sur scène. Voilà, donc c'est aujourd'hui, pour être complètement honnête, la demande n'est pas du marché n'est pas exactement. On n'a pas des demandes tous les jours pour faire des choses comme ça aujourd'hui, mais voilà, c'est intéressant que les directions qui sont prises par les différents constructeurs et la manière dont sont articulés les différents éléments d'un système permettent de faire ce genre de choses comme ça, comme c'est le cas chez Lavo ou chez d'autres, et ça permet effectivement chez nous d'avoir pu faire ces tests-là et qui étaient assez concluants. Voilà. Après, il faut la logique économique pour pouvoir le faire, la justification économique et de travail pour pouvoir le faire. Il y a un côté économique évidemment, puisque c'est quand même des technologies qui sont récentes, donc forcément plus coûteuses que des technologies traditionnelles. Mais on voit quand même au sein de tous les fabricants dans leur ensemble quand même cette volonté de proposer ce genre de solutions, notamment en plus avec la crise sanitaire, les solutions sont quand même. Il y avait beaucoup plus de demandes qu'avant. Donc ça a été vraiment, on l'a vu dans toutes les solutions proposées, ça a été vraiment un accélérateur pour mettre d'un point de vue déjà des clients et puis des fabricants, de mettre en œuvre des solutions en remote. Un cas d'exemple typique que j'ai eu pendant la pandémie, c'était un bureau fermé en Turquie à cause justement du fait que c'était la pandémie et ils avaient interdiction de sortir de chez eux. Avec un accès VPN, l'opérateur en fait, il s'est retrouvé à mixer depuis son salon, à contrôler la console à distance et à pouvoir assurer la continuité de service, assurer la diffusion du programme. Et ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Et en fait, on se rend bien compte que c'est de plus en plus facile de mettre en œuvre ce genre de solution-là. Même si, pour le moment, il y a encore un problème économique du fait que c'est quand même beaucoup plus cher que des infrastructures traditionnelles, mais ça se met quand même en œuvre. Ce qui est intéressant aussi, au final, et on revient un petit peu plus sur la partie cloud audio et post-production audio, on va dire, c'est que
Quand on regarde comment ce type de solution en fait, va être mis en place, on va pouvoir faire des choses assez complexes et un petit peu abouties avec un gros groupe média qui va avoir les moyens de le faire, etc. Mais quelque part, ce type d'utilisation peut être fait par un particulier chez lui et va pouvoir toucher à ce type de workflow en utilisant Pro Tools. On peut, quelqu'un qui a simplement une licence Pro Tools, il va pouvoir travailler à distance avec quelqu'un d'autre, avec Pro Tools Cloud Collaboration, mais avec des outils beaucoup plus basiques et beaucoup plus simples aussi. Donc ça peut être complètement démocratique, sans aller sur des configurations aussi pointues que celles décrites par Olivier. Mais c'est vrai que si dans le travail qu'on peut englober, et je suis d'accord avec Geoffrey sur le côté un petit peu fourre-tout du terme cloud, d'accord, mais on peut, dans la partie création audio et post-production audio, on va dire, on peut organiser les choses vraiment en 3 grosses catégories, c'est-à-dire la catégorie où on va partager sur le cloud des contenus audio avec plusieurs utilisateurs, on va dire, d'accord. Donc pour ce type de workflow, on va utiliser, ça peut être Pro Tools Cloud Collaboration, mais souvent c'est plutôt des choses beaucoup plus basiques comme un dossier partagé Dropbox par exemple, ou Google Drive ou OneDrive en fonction des différentes infrastructures. Et on va pouvoir travailler à plusieurs sur les projets. Et le logiciel Pro Tools, par exemple, a rajouté pas mal de choses pour que, même avec des choses simples comme ça soit viable en tant que travail. Parce que quand on bosse sur un projet, sur une session qui est un projet unique, il faut pouvoir un petit peu gérer la manière dont cette session est accédée. Et donc, ont été rajoutés des éléments qui évitent alors, chacun va pouvoir travailler sur les mêmes médias audio, mais le projet en lui-même, il faut faire attention que quand quelqu'un travaille dessus, quelqu'un qui vient juste essayer de l'ouvrir ne va pas l'écraser tout simplement, des choses aussi basiques que ça. Et donc, voilà, ces choses-là ont été implémentées à peu près au moment du Covid, du coup il y a 2 ans, pour que justement ça soit vraiment le plus simple possible. Donc il y a cette partie partage de médias sur le cloud. Il y a la partie remote qui se rapproche un tout petit peu plus du remote production, mais c'est la possibilité de commander des machines à distance. Donc dans le cas de Pro Tools, on peut utiliser différentes choses, différents outils des clients comme Teradici ou NoMachine qui permettent de faire ça avec des moyens relativement raisonnables, on va dire. Et ça peut même aller vers des utilisateurs qui vont utiliser même TeamViewer pour pouvoir commander une machine à distance et avec différents outils qui sont à disposition pour pouvoir faire véhiculer l'audio sans latence ou avec l'audio synchronisé avec la vidéo, enfin, en parfaite synchronisation. Pour que le rendu audio soit correct au niveau du poste de travail. Donc ça peut être une combinaison de plein d'outils pour pouvoir arriver à faire ce type d'utilisation. Et peut-être la troisième catégorie, c'est des outils beaucoup plus spécifiques qui vont être utilisés. Le cas le plus classique, on va dire, c'est un espèce de travail à 3 intervenants, on va dire. On va avoir le studio avec l'ingénieur du son qui fait la production audio. On va avoir à un autre endroit du globe un comédien ou quelqu'un ou un journaliste qui va faire la voix off ou le doublage en fait d'un programme, et éventuellement une tierce personne qui va être là, le réalisateur ou autre, qui va permettre de valider, de contrôler tout ça. Et donc, pour ça, on a des outils un petit peu plus spécifiques qui viennent s'agglomérer aux stations de travail audio pour pouvoir, comme Pro Tools, pour pouvoir gérer ce type de session à distance.
Alors là, on parle des outils qui sont reliés, mais il y a des tuyaux entre tous ces outils et j'imagine que suivant qu'on est dans un usage domestique ou restreint et jusqu'à des solutions de grande ampleur, on ne va pas utiliser les mêmes tuyaux et pas de la même façon. Est-ce que, Olivier, tu peux nous parler un peu des tuyaux, puisque c'est un peu ta spécialité Ouais, c'est un peu aussi? ma spécialité. Effectivement, moi j'ai deux en tête. J'ai l'en-tête spécialiste audio sur IP et VoIP. Et en fait, la différence entre ces deux technologies, enfin ces deux solutions vont être en fait en fonction du besoin et des possibilités. Clairement, il y a plein de possibilités pour faire une transmission entre un point A et un point B. La plus utilisée maintenant, c'est le réseau. Donc ça va être des réseaux privatifs dans un premier temps ou des réseaux publics qui vont être principalement Internet. Donc dans le cas du privatif, donc ça peut être des fibres noires ou ça peut être des réseaux étendus, donc des Wide Area Network, les WAN, qui eux vont permettre de disposer d'une certaine résilience vis-à-vis des liens, qui vont permettre de sécuriser aussi la transmission des données avec une garantie de qualité de service. Ça, c'est dans un environnement plutôt fixe puisque c'est des installations assez lourdes qui nécessitent en fait, d'avoir un réseau qui est managé, donc qui nécessite aussi pas mal de compétences réseau derrière. Et puis, on va aussi avoir l'autre cas de figure qui va être un cas de figure à travers l'Internet public, donc typiquement l'Internet de tous les jours. Celui-ci, il a ses avantages et ses inconvénients. Le premier, c'est qu'il est très facile à mettre en œuvre parce que maintenant, on arrive à avoir quand même une bonne connectivité à peu près partout. Le revers de la médaille, c'est qu'on n'a pas de garantie de qualité de service. La latence varie énormément du jour au lendemain et même en fonction des heures de la journée. Et le dernier point, c'est que c'est pas sécurisé du tout. Donc il faut aussi vérifier cet aspect sécurité pour éviter de se faire piquer, on va dire, les images ou le contenu audio qu'on transmet sur Internet. Et j'ajouterais qu'on ne peut pas utiliser de protocole multicast sur Internet, qui est une techno qui est très utilisée par la plupart des technos de streaming, on va dire de streaming très basse latence, qu'on utilise dans ce type d'application. Complètement. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer le choix entre ces deux technologies va être lié aux besoins de la production. Si on est sur un environnement audio sur IP avec des consoles Lavo qui font du protocole Ravenna multicast, on va pouvoir, et qu'on a un réseau WAN à disposition, à ce moment-là, on va pouvoir travailler avec des faibles latences. C'est par exemple ce que je fais lors d'événements comme les Jeux Olympiques avec un réseau WAN étendu qui permet en fait d'interconnecter l'événement qui est un événement important avec beaucoup d'infrastructures. Donc il y a des liens qui sont mis en place pour étendre l'infrastructure réseau. C'est également comme ça qu'on produit tous les jours au sein d'Eurosport entre les différents marchés en Europe qui sont interconnectés sur des data centers centralisés. Donc toute la production est faite via un WAN qui est privatif. Et à contrario, sur des événements un peu plus mobiles, je pense notamment au Tour de France, là on ne peut pas avoir un lien privatif sur chaque ville-étape parce que d'un point de vue économique, ce serait un non-sens. Et puis en termes d'infrastructure, ce serait beaucoup trop complexe à gérer. Donc à ce moment-là, on va utiliser l'Internet public. Donc on va transmettre l'audio et la vidéo à travers de l'Internet public en s'assurant de faire de l'encryption pour éviter de se faire piquer les images tout simplement et aussi pour des questions de sécurité, éviter de se faire attaquer par des potentielles organisations qui seront sont pas très scrupuleuses, on va dire. Donc il y a cet aspect-là, sécurité, à mettre en œuvre et le choix de la solution va en fait dépendre du lieu, du type de besoin en fait. Aussi, il y a un côté financier parce que quand on travaille sur l'internet public, c'est quand même généralement beaucoup moins cher que de le faire sur un réseau privatif. Et il y a un dernier point qui est assez essentiel, c'est la latence, en fonction des besoins de latence qu'on cherche à mettre en œuvre. Chez Lavo, vous vous êtes intéressé aussi à la possibilité de fonctionner sur des installations hétéroclites. Oui, alors en fait, disons que
Comme je disais précédemment, notre cœur de métier, ça reste le broadcast. Alors, beaucoup de télévision, de la radio également, mais on va dire que souvent on est confronté à des situations, à des applications où il y a besoin donc on va dire, de gérer le transport et le traitement de l'audio et de la vidéo. Donc ça nécessite effectivement, enfin ça implique pas forcément le même genre de contraintes. Je dirais que, alors, il y a certains aspects qui sont plus critiques au niveau de l'audio et d'autres aspects qui sont plus critiques au niveau de la vidéo. Et c'est pas forcément les mêmes, donc ça implique certains challenges au niveau de la façon de gérer ces problématiques. Au niveau de l'audio, je pense que tout le monde comprend bien qu'il y a souvent une problématique de latence et que c'est assez important parce qu'en particulier quand il y a besoin d'avoir des échanges entre deux sites ou simplement des problématiques de monitoring qui ne peuvent pas forcément être gérées localement, etc. Là, on est donc très impacté par la latence et il faut voir que la latence, c'est quelque chose qui parfois n'est pas compressible. Quand on parle de liaisons qui se font sur plusieurs milliers de kilomètres, juste la simple vitesse de la lumière peut poser des problèmes en termes de délai quand on parle de délai aller-retour. Alors, ce n'est pas des secondes, hein, mais quelques millisecondes mises bout à bout, au bout d'un certain temps, ça finit par poser des problèmes. Au niveau de la vidéo, c'est généralement la problématique, on va dire, plus de la bande passante. Parce que pour travailler sur des solutions de production directe, surtout sur des événements qui sont des événements, on va dire, qui peuvent être qualitatifs, prestigieux, sur lesquels les broadcasters, les chaînes de télévision vont avoir des exigences de qualité importantes. On va avoir tendance à rechercher des transmissions où on a le moins de pertes de qualité possible, donc potentiellement le moins de compression possible, et peu de compression, faible latence, ça veut dire grosse bande passante. Et donc là, on a des problématiques en termes d'infrastructure réseau qui sont vraiment cruciales et qui donc, je dirais aujourd'hui, il y a vraiment des solutions qui sont disponibles et qui permettent donc de traiter ces différentes situations et ces différents challenges. Il y a des infrastructures réseau qui permettent, alors c'est des systèmes, alors pas vraiment de fibre noire au sens où on l'entend habituellement, mais de fibres commutées, c'est-à-dire qu'on vient commuter carrément des faisceaux de lumière entre différents points et ça permet de couvrir plusieurs milliers de kilomètres avec, d'un point de vue utilisateur, pratiquement, on va dire, une fibre privée de bout en bout. Et donc aujourd'hui, nous, on a vraiment des clients qui fonctionnent avec des solutions de ce type-là alors, au sein d'un même pays, comme par exemple donc, NEP en Australie, donc, a développé une énorme infrastructure de remote production entre les stades dans lesquels se déroule le championnat de football australien. Attention, règles australiennes, hein, je ne parle pas du football comme on l'entend chez nous, c'est très particulier. Deux grands ensembles de 3 régies de production à Sydney et à Melbourne. Et donc, c'est ce qu'expliquait Olivier précédemment, l'Australie est un pays qui est très grand. Il y a des très grandes distances à parcourir pour les équipes techniques pour se rendre sur place. Donc ils ont fait ce choix très tôt, puisque ce projet, on a commencé à le déployer avec eux à partir déjà en 2018, hein, avec une mise en service tout début 2019. Et donc là, sur ce type on va dire, de territoire très étendu, on prend vraiment pleinement conscience de l'avantage et du bénéfice qu'on peut en tirer. Mais encore une fois, au niveau de l'infrastructure, ça veut dire qu'on a les fibres optiques qui ont été déployées, y compris sur ces très longues distances, parce qu'on sait qu'on va avoir besoin, si on veut faire vraiment de la vidéo en haute qualité avec un grand nombre de signaux de caméra, etc., pas de 100 mégas, de 1 giga, mais plutôt de
vraiment le strict minimum, on est dans les 10 gigabits et avec 100 gigabits, on commence à être un petit peu confortable. Mais donc voilà, on est sur des infrastructures qui peuvent être assez lourdes en termes de réseau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont commencé comme ça. Aujourd'hui, ils font de la production internationale, de la remote production internationale avec leurs infrastructures. Parce qu'ils font des productions, par exemple, au Japon, donc avec de la captation sur place. On transmet tous les signaux de caméra dans donc des liaisons fibres qui sont transpacifiques. Ils ont fait ça récemment aussi aux États-Unis, sur la côte ouest des États-Unis, avec donc la production faite en local au niveau des régies de Sydney et de Melbourne. Et donc voilà, nous, ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, on va vraiment dans cette direction de plus en plus. Et nos solutions, que ce soit au niveau audio, au niveau vidéo, évidemment, elles sont obligées de s'inscrire dans cette tendance de façon à accompagner les besoins de nos clients, bien sûr. On parle beaucoup, même si ce n'est pas exactement dans ce domaine-là, de 5G. Est-ce que ça va apporter quelque chose à l'univers de la remote production et du cloud audio? J'ai envie de dire oui et non, c'est nos réponses. En fait, pour moi, c'est comme comme l'arrivée de la 4G, tout le monde s'est dit c'est génial, c'est sensationnel, on a des bandes passantes monstrueuses. Puis on s'aperçoit qu'en fait, au bout de quelques années, la 4G elle est saturée parce que tout le monde regarde des vidéos en 8K sur un téléphone portable. Et du coup, pour le moment, la 5G elle est vraiment prometteuse et elle permet. Ils ont aussi pallié à des problématiques de qualité de service qu'on pouvait avoir sur la 4G, notamment. Ils ont anticipé le fait qu'on pouvait produire sur la 5G. Donc c'est vraiment dans le design même de la 5G, c'est pensé. Les tests qui ont été faits à l'heure actuelle avec des caméras dans des stades en 5G qui sont reçus directement dans des régies déportées en remote production, ça fonctionne plutôt bien. À voir comment ça va se comporter quand il y aura les 40 000 spectateurs dans le stade qui sont en 5G. Donc ça, c'est quand même quelque chose à considérer. Mais il y a quand même un réel bénéfice de ces technologies, notamment sans fil, puisque on s'affranchit de toute la logistique sur place, du câblage, ce genre de choses qui sont quand même assez lourdes pour des captations. Moi, je vois un intérêt beaucoup plus à plus petite échelle, on va dire. Par le passé, j'ai fait beaucoup de captations de concerts. Donc on allait essayer de se garer avec nos Obivan, des fois sur des places de parking pas forcément faciles. On devait déplacer les régies fly dans des escaliers toujours biscornus, donc ce genre de problématique que tous les prestataires connaissent. Et en fait, la captation donc de concerts ou la captation d'événements, elle fait vraiment sens en remote production. Et avec le gros problème qu'on a à l'heure actuelle pour faire la captation, c'est la connectivité. C'est que c'est compliqué dans une petite salle de spectacle d'avoir une arrivée privative ou ce genre de choses. Tu parlais de la fibre noire, ce serait un non-sens d'avoir de la fibre noire dans une petite salle de concert pour faire une captation, ce serait trop onéreux. Et avec la 5G, en fait, ça permet, quand ce sera bien mis en place, en tout cas sur le territoire, de pouvoir imaginer d'avoir non plus un Obivan, mais juste une Smart avec une Stagebox et un routeur à l'intérieur. On pose ça sur scène, on récupère les signaux et on envoie tous les signaux directement dans un studio de mixage, ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place, j'ai envie de dire, à relativement court terme. Et c'est pour moi tout l'intérêt de la 5G. Ça permet aussi de réfléchir à des solutions redondantes. Donc on peut très bien imaginer faire une captation avec un système connecté via l'Internet public, via une box ADSL, et puis avoir un secours en 5G ou inversement. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Et je suis complètement d'accord avec Olivier. Je pense que c'est important de préciser qu'on est en train de... Alors, voilà, parce que c'est un peu comme tout ce dont on vient de parler. Bon, là, on dit 5G, puis il faut quand même préciser un peu de quoi on parle. Et c'est vrai que la 5G, ça résout un certain nombre de problèmes, du moins en théorie.
parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait, comme le disait Olivier, que grâce à la façon dont ça fonctionne, on a la possibilité, par exemple, de réserver de la bande passante, donc d'avoir un certain niveau de QoS au niveau de la 5G, ce qui, ça, peut être assez intéressant, justement, pour pallier au problème qui est rencontré par tous les gens qui font ça aujourd'hui en 4G, c'est-à-dire quand il n'y a personne, tout va bien, ça marche, et puis vous mettez 20 000 personnes, et là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Normalement, avec la 5G, on a possibilité de contourner ce genre de problème. Jusqu'à quel point il faut voir, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'entre ce qui est prévu dans le standard et ce qui est implémenté par les fabricants et ce qui est mis en œuvre par les opérateurs télécoms, eh ben, ce n'est pas forcément la même chose. Et il peut y avoir des grands écarts entre ces différents éléments. Et donc, au final, l'intérêt de la 5G pour ce type d'application, ça va dépendre donc de l'implémentation effective, de l'exploitabilité de ces nouvelles possibilités, de l'exploitabilité des bandes passantes qu'on nous promet en théorie, parce que là on parle de bandes passantes jusqu'à 10-20 gigabits, mais aujourd'hui on voit bien que dans le monde réel, en fait, on n'est pas dans ces niveaux de performance. Mais ça peut changer, ça peut évoluer, ça peut aller dans cette direction. Mais je voudrais aussi rappeler qu'on parle en fait de la connexion terminale. C'est-à-dire que ça résout une petite partie du problème, mais en fait, on n'est pas en train de dire qu'on a trouvé une technologie qui permet de faire de la captation de 25 caméras en plein milieu. Je ne vais pas citer d'endroit parce que j'ai envie de vexer personne, mais en plein milieu, dans un coin perdu au milieu de la France, parce que la 5G, c'est une technologie courte distance, courte portée, et qui doit être reliée derrière à une infrastructure qui est une infrastructure, elle, câblée de façon traditionnelle, etc. Et donc, on est en train de parler donc, de stations relais qui sont positionnées à proximité immédiate de l'endroit où on a besoin de récupérer des signaux et qui sont eux-mêmes connectés à une infrastructure de plus grande ampleur. Quand on parle des exemples dont Olivier vient de parler, c'est-à-dire pour du spectacle vivant au milieu urbain, etc., effectivement, ça peut résoudre des problématiques de connexion terminale, on va dire. Pour des applications, on va dire, plus broadcast, grande échelle, je pense que c'est un petit peu plus discutable. Alors, parce qu'en fait, si on a l'infrastructure pour connecter les antennes 5G, alors ça veut dire que quelque part, on a l'infrastructure pour se connecter directement sans avoir besoin d'utiliser 5G. Mais c'est vrai qu'on va dire, pour de la caméra à l'épaule, des choses comme ça, où on a besoin d'intervenir à chaud sur quelque chose, ou pour des exemples, on va dire, plus proches du spectacle, où il n'y a pas forcément les infrastructures à demeure qui sont présentes, je pense que là, effectivement, ça peut présenter un intérêt. Alors on a bien compris les limitations de la 5G, et c'est pas forcément demain que ce sera la solution universelle. Même dans les liaisons qui utilisent la fibre, etc., je pense qu'on a aussi des limitations. Quelles sont-elles aujourd'hui dans le domaine, par exemple, du cloud audio? Quelles problématiques est-ce qu'on rencontre? On l'évoquait un petit peu tout à l'heure, mais effectivement, dans le cloud audio, une des problématiques, c'est déjà la sécurité. Effectivement, des contenus qui vont être stockés sur différentes plateformes, on va dire. Donc ça, c'est un point important. Alors ça, c'est pas trop sur la tuyauterie, on va dire, mais plus sur les outils et les différents clients qui permettent d'accéder, par exemple, à une machine à distance. Déjà, ne serait-ce que le monitoring audio, ça peut être dans certains cas, en fonction des différentes configurations, ça peut être un problème parce que on veut utiliser tel hardware audio qui ne va pas forcément être compatible, on va dire, avec la manière dont ce client-là va dialoguer avec la machine virtuelle. Donc c'est ce genre de problématique qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Ça s'étend aussi aux surfaces de contrôle, par exemple, parce que voilà, les protocoles qui sont utilisés pour les surfaces de contrôle des logiciels audio vont
pas forcément toujours très bien voyager justement à travers Internet en local, sur un réseau local, ça marche très très bien. À travers d'autres protocoles, c'est plus compliqué. Parce que après, il est vrai que l'audio sur IP c'est beaucoup développé à l'intérieur des structures de studio, et il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de nouveaux projets, de nouvelles configurations, de nouveaux studios qui se font sans utiliser ce type de technologie localement, on va dire. Mais après, à travers Internet, quelque part, c'est pas si simple. Voilà. Et c'est pas tous les formats qui vont voyager correctement. Pour conclure cet échange, est-ce qu'on peut se projeter un peu dans l'avenir et rêver en se disant mais qu'est-ce qui serait formidable qu'il arrive pour que ces solutions soient de plus en plus intéressantes, de plus en plus efficaces, aussi bien en broadcast qu'en spectacle vivant? Je pense qu'il y a des contraintes qui ont été évoquées par Geoffrey, puis tu parlais du monitoring, c'est la latence. Donc la latence, elle est quasiment incompressible. On arrive quand même on arrive dans un cas de figure où on pourra difficilement réduire la latence, donc il faut penser un peu autrement. On ne pourra pas s'affranchir d'avoir du processing en local, notamment pour tout ce qui est monitoring, ça c'est une évidence. Par contre, effectivement, les outils sont en train d'évoluer. Moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui est virtualisation. Donc la virtualisation, c'est en fait le fait sur un serveur d'avoir plusieurs instances de systèmes d'exploitation et de solutions qui vont tourner dessus. L'intérêt, c'est que en fait, ces instances peuvent être multipliées sur différents serveurs. On peut avoir un système de redondance complet et de faire en sorte qu'en cas de perte d'un serveur, on puisse automatiquement transférer l'instance sur un autre site ou en tout cas sur une autre machine. Donc en termes de sécurité, c'est complet. Et ces solutions-là, on les voit en fait mûrir de plus en plus, de commencer à être vraiment efficace, notamment pour faire du temps réel, parce que le gros souci, c'est que comme c'est géré par une couche software, c'est pas forcément adapté pour le temps réel, donc ça nécessite des grosses puissances de calcul. Et maintenant, ça commence à être de plus en plus abordable. Et l'intérêt de la virtualisation, c'est notamment le cloud, c'est de ne plus fonctionner dans une économie où on achète le matériel, on en achète deux parce qu'au cas où si le premier casse, on a un secours. Mais là, c'est plutôt de fonctionner comme service, et de plus en plus, notamment au niveau des broadcasters, on fait appel à du service. Donc plutôt que d'acheter des équipements, on va louer un espace dans le cloud, un espace de processing en fait, dans lequel on va avoir une console de mixage, dans lequel on va avoir un mélangeur vidéo, on va avoir ce genre d'équipements qui vont tourner dans le cloud. Alors le cloud, ça peut être AWS avec Amazon, ça va être Azure avec Microsoft, ça va être les clouds de chez Google. Ou des clouds privés. Ou des clouds privés, voilà. En fait, cloud public, cloud privé, on va dire c'est quelque part un data center avec des machines qui font tourner des solutions principalement logicielles. Et d'ailleurs, même pas forcément 100% logiciel complètement, mais tout à fait, oui. Donc là, ça c'est vraiment le modèle économique qui est en train de percer, c'est qu'on arrête j'ai envie de dire, d'acheter une console de mixage pour un événement, mais on va la louer dans un cloud et on va avoir accès via une interface distant qui va être, ça peut être une page web tout simplement, qui est mis à disposition avec des accès à l'opérateur. Et ça, c'est vraiment ce qui est en train de se mettre en place le plus à l'heure actuelle. Chez Lavo, qu'est-ce qu'on est en train d'imaginer? Sur quoi on phosphore actuellement? On est complètement dans ces problématiques là dont vient de parler Olivier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a, disons, depuis une dizaine d'années, on a entamé, on va dire, une adoption massive donc des technos IP pour interconnecter les différentes briques de nos solutions, que ce soit, on va dire, les interfaces utilisateurs, les cœurs de traitement, les boîtiers d'entrée-sortie. Donc là, je parle de l'ensemble des solutions audio et vidéo. Et aujourd'hui, on est dans l'étape suivante, c'est-à-dire on entreprend donc la démarche de
virtualiser les différents éléments qui peuvent l'être, parce que bien sûr on est aussi conscient que les interfaces utilisateurs, même si Olivier vient de parler un petit peu d'interfaces qui sont vraiment virtualisées au sens d'interface web, tactile, ce genre de choses, on regarde ces choses-là, mais on est aussi conscient qu'une surface de contrôle avec des vrais faders et des vrais boutons, c'est quelque chose qui reste important. Mais il y a plein d'éléments qui peuvent être, on va dire, qui peuvent être virtualisés au sens de porter vers des plateformes plus logicielles, de façon à pouvoir fonctionner sur des machines qui sont des machines génériques, on va dire des serveurs de processing génériques. Et donc ça, c'est des choses auxquelles on s'intéresse. Bien sûr, on a déjà commencé donc une transition dans ce sens, avec de plus en plus, on va dire, de services périphériques de nos solutions qui sont, on va dire, des technologies virtualisables. Aujourd'hui, on a quand même, on va dire, le cœur des systèmes de traitement qui restent globalement rattachés à des plateformes hardware, parce que pour des raisons technologiques, on va dire, il y a certains types de traitements qui sont encore difficiles à virtualiser, c'est-à-dire à transformer en version logicielle d'une façon vraiment efficace. Mais voilà, c'est vraiment la tendance, que ce soit pour l'industrie, pour l'AVO bien sûr, pour nos clients, c'est bien sûr d'aller vers des solutions comme celles que Olivier vient de décrire, c'est-à-dire du traitement, des solutions qui sont disponibles, auxquelles on peut souscrire quand on en a besoin, à la demande, etc. Et donc, on va dire, c'est l'étape suivante de on va dire, l'adoption de la techno IP. C'était une première étape. Et maintenant, l'étape suivante, c'est vraiment celle-là. C'est la virtualisation, la logicialisation des solutions. Chez Avid, une S6L directement accessible à partir d'un serveur web. Non, après, ce qui est sûr, c'est que chez Avid, toute la partie virtualisation a déjà été initiée depuis déjà pas mal d'années. Voilà, c'est des solutions qui sont déjà pas mal éprouvées chez beaucoup de broadcasters dans le monde. Donc, c'est quelque chose qui va prendre effectivement, tous les deux raisons, de plus en plus d'importance et la possibilité aussi de pouvoir, quand on a un événement particulier, en fait, simplement rajouter quelques machines pour un besoin très ponctuel, c'est vraiment des choses importantes. Et la possibilité de le faire, c'est très important. Après, sur la partie, ce qu'on peut voir, c'est que sur la partie plus collaboratif, la gestion en fait des métadonnées, des métadatas va être de plus en plus importante et va s'enrichir de plus en plus pour que le travail à plusieurs à travers le cloud puisse être le plus efficace possible et le plus, qu'on puisse traquer le maximum de choses à des fins de production et de post-production. Donc ça, c'est important. Et on l'avait évoqué aussi un petit peu tout à l'heure, mais si on se contente de parler simplement de l'usage de Pro Tools, par rapport à ce type de travail, il y a 1000 workflows différents, il y a 1000 utilisations différentes en fonction de ce que chacun fait, de la manière à laquelle, même pour la musique, on va avoir des utilisateurs qui vont faire la même chose, mais avec 20 manières différentes, si on veut. Et donc, l'idée, c'est pas d'avoir un outil qui fait tout, mais par contre, c'est un outil qui soit ouvert pour pouvoir mettre facilement des briques qui sont développées par telle société qui va proposer des choses, un workflow spécifique, mais ça peut être même aussi, ne serait-ce qu'un prestataire. On a des exemples, y compris en France, pour le doublage, de prestataires qui développent leur propre outil de travail et d'enregistrement à distance des comédiens. Tout ça, ça a besoin d'être
intégré et enfin, ça a besoin de dialoguer avec un logiciel comme Pro Tools de manière la plus transparente possible et la plus efficace possible. Et ça fait partie des choses qui vont continuer à évoluer positivement de ce côté-là. Merci beaucoup à tous les trois pour votre présence et pour vos éclaircissements. À très bientôt et merci à vous de nous avoir suivis.